Et Oui, il y a donc, ces connaissances techniques, notamment de savoir, ok, c'est quoi la luminosité minimale c'est dont ça. on a Ah, il y a besoin, des formules qui sont jusqu'où va se prises, projeter la lumière bien pour sûr. rendre la pièce sa lieu. Et donc tout ça, ça se passe au travers, à travers de plans et même potentiellement parfois des petites vues 3D. Et donc là, la communication, elle se fait plus facilement parce que l'objectif, c'est quand même de parler la même langue et de aller vers la bonne direction. La mission, finalement, une des missions de l'architecte, sur cet aspect-là, ça sera aussi d'optimiser la distribution, la fonctionnalité de l'espace. Moi, je ne sais pas s'il y a des éléments bien particuliers, mais je pense que moi, s'il y a une méthode que pour garantir justement qu'on est ensemble de concert, c'est se voir en personne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous avons la chance d'accueillir Luigi, qui est architecte et qui pourra répondre à certaines de nos questions, justement par rapport à la thématique de l'architecture dans le cadre de l'investissement dans l'immobilier. Lorsque on investit dans l'immobilier, on peut avoir besoin justement d'un architecte. Et la question qu'on va se poser, c'est comment choisir son architecte. Et moi, j'ai une première question, Luigi, avant que tu te présentes, parce que tu nous fais l'honneur d'être ici de retour parmi nous. C'est quoi la différence entre un architecte et un architecte d'intérieur, pour être clair sur ces points-là, et en même temps, tu nous fais une belle transition glissade sur ta présentation. En fait, déjà pour répondre à la différence entre un architecte et un architecte d'intérieur, simplement, l'architecte, il va concevoir, on va dire, l'espace capable. Donc c'est lui qui va créer, la dimension de la pièce, on va dire ça simplement, et l'architecte d'intérieur va concevoir, quant à lui, l'ambiance de la pièce, la manière dont la pièce va être vécue. Donc est-ce qu'on va mettre tel mobilier ou telle plante ou l'ambiance globale et comment on va vivre cet espace capable. C'est ça un peu la différence entre l'archi et l'architecte d'intérieur. Et toi, tu es décorateur, architecte d'intérieur. Moi, je suis architecte, mais je ne veux pas prendre la place des architectes d'intérieur. Voilà. Ok, très bien. Et justement, quels sont, selon toi, donc, je suis investisseur, c'est quoi les meilleures pratiques de la part d'un investisseur lorsqu'il collabore avec un architecte? Qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'investisseur pour te simplifier le travail et pour que justement notre collaboration soit la plus efficace et qu'on puisse avoir de la vélocité et avancer dans les projets? Parce qu'un investisseur, ça va être quelqu'un qui va vouloir avoir rapidement un retour sur investissement. S'il arrive sans avoir les idées claires et que il se dit « Oh tiens, j'aimerais bien peut-être faire quelque chose », on va pas pouvoir avancer. Non. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, le fait de savoir ce qu'on veut faire, c'est déjà une énorme étape, hein. Mais après, je pense que c'est aussi dans la mission d'architecte, si tu veux, d'être psychologue. C'est-à-dire que là, quand on va me parler, quand on va me montrer, par exemple, souvent on montre des images, des ambiances qu'on aime, je dois aller décoder, je vais dire ce que la personne va potentiellement espérer ou va vouloir dans la finalité de son projet. Donc moi je pense que c'est déjà la grande étape, c'est cette psychologie qu'on doit avoir en tant qu'architecte. Et souvent, c'est ça, cette étape-là, ça se passe lors de la première réunion, quoi. Donc, Ok. Donc la chose principale, c'est donc de savoir ce que l'on veut. déjà. Ok. C'est déjà pas mal. Ok. Et à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'investisseur justement pour Pour me aider simplifier. l'architecte dans la collaboration pour que on ait une collaboration la plus efficace Déjà, possible? la communication, c'est déjà énorme. La communication, et ensuite, ça je l'avais dit dans notre précédent épisode, en gros, le fait de faire certaines démarches au préalable, ça permet aussi de gagner pas mal de temps. Donc ça va rendre aussi, le processus de projet vachement efficace, dans le sens où il est possible que le client ait déjà demandé à la commune ou à un autre service si son projet est faisable. Donc entre guillemets, si déjà, mais ça nécessite que, un, le client sache ce qu'il veut, et deux, ça nécessite qu'il ait déjà fait des démarches. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Moi, c'est très très rare quand les gens font ça. Ça m'arrive même plus souvent que les gens savent pas ce qu'ils veulent, et ça m'est déjà arrivé qu'un client vienne et qu'il me dise « Moi, je veux une maison ». Ça arrive.
Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez? Bon, moi, j'ai pas de catalogue, hein, je suis architecte, donc voilà. Donc, en gros, là, il se passe un jeu où il y a des allers-retours qui se font, et donc tout ça, ça se passe au travers, à travers de plans, et même potentiellement parfois des petites vues 3D. Et donc là, la communication, elle se fait plus facilement parce que l'objectif, c'est quand même de parler la même langue et de aller vers la bonne direction et que tout le monde soit OK sur la direction du projet, quoi. Ok. Et c'est quoi justement les étapes d'un projet? Est-ce que tu peux nous donner un projet? L'autre fois, on avait parlé de division. Est-ce que tu peux nous donner un autre type de projet où tu vas me parler justement des étapes? On peut peut-être même parler d'un projet de construction éventuellement, parce que finalement, ça va s'appliquer Mhm. dans beaucoup de cas de Non, donc, figure. oui, oui. Ça va être quoi les étapes? Bah, les étapes déjà, encore une fois, ça va être donc on est lors de cette première réunion, on jauge un peu le client, ce qu'il veut. Et bah, déjà, il y a les grandes questions aussi qui arrivent, hein. Il y a par exemple les fonctions qu'on veut mettre en place, et également le budget du client. Ça va aussi être quelque chose de très très important. Ça sert à rien de commencer à dessiner un projet à 1 million d'euros alors que le client il en a 250 000. Donc il faut aussi savoir. C'est toujours un peu ça qu'on se dit au bureau, c'est combien coûte le trait, hein. C'est un peu, il faut savoir ce qu'on dessine et prendre quelque chose qui se trouve à l'échelle des capacités du client. Donc il y a cette partie-là. Et ensuite, quand on a, entre guillemets, l'ensemble de ces informations-là, il y a une première esquisse qui est faite. Bon, le client, dans le cadre de construction, je vais dire neuve, il veut très vite se projeter. Donc des fois, il espère quand même que dès même l'esquisse, il y ait une petite volumétrie, comment ça va se passer. Et donc il y a cette étape-là, cette étape de première esquisse en fonction des informations reçues. Et après, encore une fois, on émet, lorsqu'on est OK justement entre l'architecte et le client sur cette esquisse, à des avis préalables. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose que tu avais abordé en détail. Et Oui, d'ailleurs, je renvoie les personnes qui le souhaitent c'est ça. à aller visionner l'épisode où tu parlais justement des étapes techniques. Et donc, une fois qu'on a passé toutes ces étapes techniques, finalement, on arrive avec un projet. Et derrière, il y aura donc, et ça, peut-être tu peux le détailler, ben, justement le suivi, l'accompagnement de l'architecte pendant le chantier. Est-ce que tu peux un peu détailler ces étapes-là? Et qu'est-ce que ça peut apporter en termes de gains, notamment de cadenasser le budget, mais de s'assurer également que c'est bien fait. Mais est-ce que tu peux rentrer dans cette partie finalement qui a lieu sur le terrain? Sur le terrain. Donc en fait, souvent comment ça se passe quand l'architecte, de toute façon, il est responsable de toute façon de son chantier. Et donc ici, en fait, l'utilité de l'architecte, c'est que c'est pas qu'il va vous faire forcément gagner de l'argent, mais l'utilité de l'architecte, c'est qu'il ne vous fasse pas perdre de l'argent au cours du chantier. Donc souvent, moi j'ai toujours un peu cette méthodologie-là parce que j'ai été aussi formé au marché public, etc. Au cours de mon cursus et je trouve que ça cadenasse un petit peu, le chantier. En gros, sur la base du dossier d'exécution qui a dû être réalisé avant le début du chantier, sur lequel l'entrepreneur a remis prix, qui constitue, je le rappelle, un contrat, je vais dire, entre l'ensemble des parties. En fait, l'architecte va être à ce moment-là le bouclier du client, en fait, dans un certain sens. Et donc, à ce moment-là, lorsque je vais dire, l'entrepreneur commence son chantier, l'architecte va prendre, par exemple, le maîtrais qu'il avait émis et qu'il avait joint lors de son dossier d'exécution, et à chaque étape du projet, donc peu importe, ici, quand on est en marché public, par exemple, c'est tous les mois, ou quand c'est en privé, c'est un peu comme on veut. En fait, l'entrepreneur va pré-remplir l'ensemble de ce maîtrais et va établir un état d'avancement sur ce qu'il a déjà réalisé. Et donc à ce moment-là, ça permet en fait en fait, l'architecte va permettre au client, va dire au client son go pour payer la facture de l'entrepreneur et de lui dire là jusque-là, ça a été réalisé. Et ça a été réalisé dans les règles de Dans les l'art. règles de l'art, avec le contrôle de l'architecte, vu qu'encore une fois, l'architecte est responsable et garant également des réalisations qui sont faites. Et donc, ça permet en fait d'arriver jusqu'à la fin du chantier et qu'en fait, le client paye exactement ce qui a été mis en œuvre. Donc, il n'y a pas je vais dire, je sais que dans la pratique courante et sur le terrain, bon, on demande 10% ou 20% d'avance, et ça avance comme ça. Et après, en fait, au final,
les personnes qui sont pas forcément au courant du coût des matériaux arrivent, et je pense que c'est un peu le coût traditionnel, où on arrive au bout du chantier, le reste, je vais dire le montant qui reste à payer, je vais dire, il est inférieur je vais dire, aux travaux qui sont encore à réaliser, et à ce moment-là, ben, il y a Il y a des litiges il y a des litiges. potentiels. Voilà, c'est ça. Mhm. Ok, ok. Et quand tu parles donc du suivi de chantier, justement, l'architecte va mettre en place des PV de réunion C'est ça. pour derrière faire un compte rendu de ce qu'il s'est dit et comment C'est ça. les choses vont avancer. Et j'ai une question qui sort du cadre de notre épisode, mais l'architecte également, on peut considérer qu'il est représentant du client Bien sûr, c'est et que donc il exactement peut l'accompagner dans des projets à l'étranger. Imaginons, moi j'habite à l'étranger ça. et je veux réaliser un projet ici en Belgique. Mhm. Est-ce que l'architecte est la bonne personne justement pour assurer l'exécution d'un chantier par exemple de construction, Mhm. sachant que moi je suis à l'étranger, que j'ai pas la possibilité de venir de façon hebdomadaire? Bien sûr. C'est vraiment son objectif. Lui, il est représentant du client. Et moi, je sais que, je vais dire, parfois, c'est un peu une phrase toute faite, mais je dis toujours, l'architecte, c'est pas votre ami, mais c'est l'ami de votre projet. Donc, lui, l'objectif de l'architecte, c'est que votre projet soit fait, soit mené à bien et soit fait correctement. Et de toute façon, je le rappelle, l'architecte, il est garant pendant 10 ans de votre bâtiment. Donc, il a tout intérêt à ce que les travaux soient bien réalisés. Et alors, je pose une question, et tu pourras me répondre une question suivante si tu le souhaites. Joker. Mais existe-t-il parfois, on pourrait penser à ça, des connivences entre des architectes et des entrepreneurs qui ont l'habitude, enfin, c'est une idée qui me vient en tête, mais de travailler ensemble, parce que l'architecte, justement, à un moment donné, il connaît certains acteurs de son secteur et de son Mhm. marché, et que certains accords, malheureusement, puissent se faire également au détriment du client. Et si cela existe, euh, comment le client peut se prémunir de ça et donc revenir à notre question initiale qui est de comment choisir le bon architecte. Tu peux dire question Alors, suivante aussi. Hein. je peux dire question suivante. Parce qu'en fait, là, ici, on va peut-être en parler après concernant la rémunération de l'architecte. En gros, ça arrive. C'est complètement illégal, en fait. Parce qu'il y a une règle. Il y a une règle où, je vais dire, il y a comme un triangle qui se forme entre l'entrepreneur, l'architecte et le client. Et en fait, légalement, ces parties-là doivent être indépendantes. Pourquoi? Parce que, et ça je le mentionne, parce que le calcul il est simple. Souvent, l'architecte, dans certains cas, il est payé au pourcentage. Ça veut dire au pourcentage des travaux. Et ça veut dire que si, dans le cas où, je vais dire, l'entrepreneur pourrait potentiellement exagérer, voilà, les honoraires de l'architecte seraient directement impactés favorablement. Donc, idéalement, quand l'architecte vous propose un entrepreneur, je vais dire, c'est pas l'idéal. Ok. Souvent, c'est de trouver quelqu'un de votre côté ou quelqu'un, vous savez il est totalement indépendant, votre architecte, ou voilà. Donc ça, comme ça, vous êtes sûr de pas tomber dans ce cas de figure-là. Voilà. Mhm. Ok. Ok, très clair. Euh, C'est quoi quand on choisit son architecte, les éléments lors du processus de conception, d'accord, euh, qu'on doit discuter absolument avec son architecte au préalable pour Mhm. garantir la bonne exécution du projet. Moi, je ne sais pas s'il y a des éléments bien particuliers, mais je pense que moi, s'il y a une méthode pour garantir justement qu'on est ensemble de concert, c'est se voir en personne. C'est quelque chose que je trouve indispensable. Pourquoi? Parce que souvent, je vais dire à cause je vais dire de la distance ou peu importe, je vais dire on préfère s'envoyer des mails ou on échange par mail. Il faut savoir que des fois, un croquis dessiné sur une table, ça éclaircit tout et tout le monde. Que ce soit même avec l'entrepreneur, que ce soit même avec le client. Et donc, moi, je trouve que ça, c'est une des choses où on va pouvoir vraiment sentir
et être en accord les uns avec les autres. En plus, bon, je vais dire, ça arrive aussi que je vais dire, le client ne soit pas forcément sûr de lui. C'est plus perceptible en vrai qu'à l'écrit. Et donc, il y a tout cet aspect psychologique aussi qui entre en compte. Et ça, c'est aussi à l'architecte à savoir, est-ce que tu es sûr de toi, pas sûr de toi. À l'écrit, c'est toujours un petit peu plus flou qu'en réalité. Et je trouve ça super important pour que l'ensemble des parties soient sur la même longueur d'onde, de se voir. C'est pour ça aussi que les réunions de chantier, c'est super important, même si les PV sont importants, mais parfois dessiner sur place, venir se présenter, c'est vraiment la meilleure des choses à faire pour que le projet se mène à bien, quoi. Mhm, mhm. Ça me semble très clair. J'aimerais aborder un sujet avec toi qui est, parce que c'est une question qu'on peut se poser, euh, combien ça coûte un architecte? Et donc, j'ai pensé à décomposer ma question en plusieurs points. C'est, tout d'abord, c'est quoi la structure tarifaire Mhm. d'un architecte? Comment ça fonctionne dans les grandes lignes? On va dire qu'il y a trois grandes familles de structures tarifaires. Je vais commencer par celle-là parce que c'est pour moi la plus simple à expliquer, c'est le tarif horaire. Mhm, Le tarif horaire, si je dois un peu donner le positif et le négatif du tarif horaire, bah c'est très bien pour des missions ponctuelles. Je trouve que c'est adapté. Mais cependant, l'inconvénient, c'est que ça ne donne pas forcément de visibilité à long terme sur le budget qui va être alloué à l'architecte. Donc, parfois, c'est possible que dans certains cas, par exemple pour des petits suivis de chantier, on sollicite un architecte, je vais dire avec cette méthode-là, un tarif horaire. Donc, par exemple, si un architecte a déjà réalisé, donc ici, j'avais même un cas sur Tubize, un cas où l'architecte a réalisé jusqu'au dossier d'exécution. Cet architecte-là a dû partir et a dû se libérer de la responsabilité du chantier. J'arrive à ce moment-là, je reprends le chantier. Bon voilà, c'est quand même assez compliqué de mettre un forfait sur quelque chose qui va pas forcément durer longtemps. Donc en gros, le client, il se dit, bon, euh, en fonction, quand tu viendras, donc tous les X, bah voilà, il y aura un forfait qui sera alloué à l'heure. Et donc ça, pour cette structure-là, c'est ce qui pour moi est le plus adapté. Après, il y a encore le forfait. C'est, je pense, un des plus courants parce que, ben, en gros, le forfait va permettre au client de figer son budget. Donc peu importe, je vais dire, ce qui va se passer sur le chantier, logiquement, ce forfait-là, il ne bougera pas. Après, il y a encore l'aspect tarif par pourcentage des travaux. Pour moi, c'est le plus correct. Pourquoi? Parce que en gros, les honoraires, dans les honoraires sont compris, et ça je sais que voilà, je pense que c'est le moment de l'expliquer un peu correctement. Dans les honoraires de l'architecte sont compris l'assurance de votre bâtiment. Donc derrière l'architecte et derrière son rôle et sa mission, il y a tout l'aspect garantie décennale. Donc le bâtiment, il est garanti 10 ans. En gros, je sais qu'à chaque fois, c'est toujours tout le monde tous les architectes sont un peu vus, et c'est un peu l'idée, comme le mal nécessaire. C'est la personne qui, lui, est juste là pour vous donner le papier de la commune en disant vous avez votre permis. Et après, le reste, c'est un peu comme si on servait à rien. C'est un peu l'image globale que les architectes ont, mais sur des projets simples. sur des projets simples, Wow. sur des Sur projets des simples. projets plus complexes, le rôle semble évident, mais dans des projets qui effectivement peuvent paraître simples, d'ailleurs peuvent paraître seulement, Peuvent paraître, parce qu'ils ne sont pas nécessairement simples, rien n'est simple. euh, Je le dis, rien n'est peuvent paraître simple. simples de prime abord. Effectivement, les gens peuvent se dire, c'est une obligation, c'est un racket C'est ça, organisé, c'est ça. et donc bon, on n'a pas le choix. Mais voilà, dans le fond, je compare un peu toujours ça. Je trouve que c'est un peu dommage de se dire que ben voilà, on va lésiner justement sur un architecte en potentiellement ne pas obtenir justement cette garantie-là. Personne ne rechigne sur une garantie voiture. Alors que ici, là, on parle de votre maison ou vos biens ou peu importe. Voilà. Alors certainement, oui, ça c'est un coût. Mhm. Je l'entends, je l'entends. Mais derrière, je vais dire,
nous, en tant qu'architecte, on a des obligations à soumettre à justement nos assurances, comme l'estimation du coût des travaux, etc. Et, euh, et donc tout ça, ça doit être pris en compte. Et c'est pour moi pas assez pris en compte par les clients. Voilà. Mhm, mhm. Ok, ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est inclus finalement C'est ça. dans le tarif. C'est ça. Ok. Et le pourcentage, lui, va permettre aussi de s'adapter en fonction s'il y a par exemple, je ne sais pas moi, une moins-value sur telle ou telle chose en cours de chantier. Ben, tout est adapté, même les honoraires de l'architecte. Après, on va pas se mentir, c'est assez souvent vers le plus que vers le moins. Voilà, on va être transparent. Des impondérables et enfin, je veux dire, il y en a toujours et ça fait partie de la construction. Et donc est-ce que tu pourrais détailler, même si tu l'as abordé, mais vraiment ici de façon très spécifique, euh, quels sont les services qui sont inclus dans les honoraires de l'architecte? Alors, tu Alors, vas me dire, ça dépend de la mission. ça dépend de la Est-ce que tu mission, peux peut-être me donner un exemple de mission type. type et qu'est-ce que ça inclut l'honoraire de l'architecte? Qu'est-ce que va faire l'architecte dans le cadre de cette mission? Et alors, est-ce qu'il existe également, et ça ce sera ma seconde question, mais on reviendra dessus, des services additionnels Mhm. qui ont un intérêt évident et parfois qui ne viennent pas à la tête, à l'esprit immédiatement des gens et qui peuvent être intéressants et proposés par les architectes? Alors, la mission de base, bah, je vais dire déjà, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, ça démarre déjà à partir du relevé. Donc, la prise de mesure, elle est déjà, je vais dire, légale. Et donc, à partir de là, l'architecte, il va prendre les mesures, dessiner, il va être garant aussi, je vais dire, de l'impact et de la salubrité de l'ensemble de votre logement, parce que je vais dire, entre guillemets, là, on peut repartir sur, ça n'existe pas une pièce de 35 mètres carrés qui est éclairée par une vitre de 1 mètre carré. Je vais dire, voilà, et ça a l'air simple quand on le dit, mais forcément, si maintenant on commence à mentir, on est responsable justement je vais dire, ce type de mise en œuvre. Et Oui, il y a donc, ces connaissances techniques, notamment de savoir, ok, c'est quoi la luminosité c'est minimale dont ça. on a Ah, il y a des besoin, formules qui sont jusqu'où va se prises, projeter la lumière bien pour sûr. rendre la pièce salubre, etc. C'est ça. C'est en fonction de la superficie de la pièce. Et donc, il y a tout cet aspect-là. L'aspect, il n'est pas responsable dans le forfait, donc dans le prix, peu importe, dans le prix dans les honoraires, n'est pas, je veux dire, l'obtention du permis n'est pas comprise. Donc ça, il faut le rappeler. Après, dans les faits, commercialement, il y a certains architectes qui vont faire une réduction sur le deuxième, voire ça dépend les motifs aussi du refus. Hein. Je veux dire, parfois, ça m'est déjà arrivé que la commune, malgré les avis préalables, dise oui, oui, oui. À la fin, j'ai eu un non parce qu'il y a eu, il y a eu quelqu'un qui est passé au-dessus et que ça a fait que ça a un peu capoté le projet. Ça arrive. Ça arrive. Donc, c'est pas de la faute de l'architecte non plus. Euh, mais ça arrive que c'est le cas. Enfin, voilà, je ne remets pas tout en question. Mais voilà, donc ça. Puis ensuite, l'architecte est responsable du suivi de chantier après le permis. Donc je vais dire, entre guillemets, le fait de réaliser un cahier des charges, le fait de réaliser un maîtrise, c'est pas dans la légalité. Ça peut être fait, je vais dire, de manière, je vais dire, un peu plus succincte que, je vais dire, dans un marché public, par exemple. Mais normalement, il est tenu de le faire pour garantir un bon suivi de chantier. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est la mission globale de C'est la mission l'architecte qui est globale. inclus dans les honoraires. Ensuite, à la fin du suivi, est inclus la réception provisoire je vais dire du bien, donc, ou des travaux, peu importe. Et un an après, logiquement, cette réception provisoire, on a la réception définitive. La garantie décennale démarre à la réception définitive. Donc à partir de la réception définitive, en fait, il y a 10 ans où, entre guillemets, les malfaçons peuvent être revues. Et à ce moment-là, encore une fois, l'assurance de l'architecte prend en compte à partir de ce moment-là. Donc voilà. Et pourquoi un an? Ça, je le dis aussi. Pourquoi un an entre la réception provisoire et définitive? C'est pour que le bâtiment ou l'intervention, peu importe les travaux, ils aient fait un an. Donc ça veut dire que, je vais dire schématiquement, ils soient passés par les 4 saisons
et que ainsi on peut voir, le client voit un peu comment vit les travaux et l'intervention de l'entrepreneur, quoi. Ok. Et c'est quoi, du coup, les services additionnels euh, qu'on peut demander à un architecte, ou peut-être même parfois qui peuvent être pris C'est exclusivement, je ça. ne sais pas. En fait, voilà, il y a aussi toute une partie où on peut demander à l'architecte de solliciter, par exemple, un ingénieur stabilité, un responsable PEB, un ingénieur en technique spéciale pour calculer la ventilation, les essais de sol. Voilà. En fait, tout peut et évidemment passer par l'architecte. Lui, après, ça, il fait sa popote concernant la refacturation au client, mais ce sont des services avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut ajouter. Et également, il y a aussi, bon ça c'est pour aussi l'investissement, il y a aussi le rapport à l'image de synthèse. Ça c'est aussi important pour les personnes qui veulent se projeter ou qui veulent faire de la promotion, qui veulent vendre sur plan leurs biens. L'image de synthèse, c'est aussi un outil dans le cadre d'investissement immobilier. Ça vend. Est-ce que tu peux nous détailler ça? Tout à l'heure en off, tu me parlais justement de possibilités de se projeter dans certaines réalisations grâce justement à toute cette intelligence artificielle, Oui, etc. alors ici c'est vrai que depuis ces quelques dernières années, donc moi je vais dire quand je suis sorti de l'école, ça a commencé. Et là même ici, donc sur les 5 ans, je trouve qu'il y a eu un gros boom. Donc ce qui est possible de faire, c'est que je veux dire malgré... là on n'est plus sur un travail d'architecte, hein. Là on est sur un travail d'infographiste, spécialisé même en architecture. Et donc là, il est possible d'avoir des images, mais C'est l'architecte qui peut demander ça au nom du client. oui, c'est ça. Après, Est-ce que tu peux détailler un petit peu? encore une fois, le client peut passer en direct lui, mais je veux dire, l'architecte, encore une fois, possède, je veux dire, les connaissances et les contacts qui peuvent proposer ce service-là. Et donc, là, dans les réalisations, il est possible d'avoir soit des images photoréalistes avec même, je vais dire, du mobilier précis. Je veux dire, dans le cadre de je veux cette cuisine-là, je veux ce mobilier-là, ce canapé-là. Il est possible de les acheter sur Internet. Et ensuite, il y a la possibilité de faire même des vues en 360 degrés. Que ça, c'est quand vous êtes sur votre téléphone et que vous pouvez un peu swiper. Vous voyez en fait sur votre téléphone ou même vous bougez et vous voyez tout ça. Ou même en plus, vous pouvez avoir la possibilité de visualiser votre bien en Oculus. Donc ça veut dire avec, je vais dire, l'Oculus. Certains cuisinistes font ça aussi maintenant. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment c'est un service où c'est même possible. Donc ça m'est déjà arrivé. La personne a construit son gros œuvre, donc son gros œuvre couvert fermé, on va dire. Donc on est sur un volume capable vraiment, je vais dire, réalisé. Et à ce moment-là, aller se déplacer sur place avec le client, lui mettre l'Oculus sur place. Et à ce moment-là, il se déplace dans sa future maison. Enfin, je veux dire, c'est en termes de enfin, la capacité de se projeter là, elle est énorme, quoi. Mais c'est une expérience, quoi. Oui, bien sûr. Et puis derrière, c'est peut-être des choses qui vont loin et peut-être que dans le cadre d'un investissement pour... Quand on débute, c'est peut-être pas le genre de service auquel on fait appel, Non. mais clairement, c'est toutes des opportunités derrière de pouvoir adapter également sa conception et donc le travail qui va être fait en collaboration avec l'architecte pour avoir quelque chose qui sera le plus optimal possible. C'est Et ça. comme on le disait dans notre premier épisode, la mission, finalement, une des missions de l'architecte sur cet aspect-là, ça sera aussi d'optimiser la distribution, la fonctionnalité de l'espace. Et là, ça peut être un bonus, une opportunité Bien sûr. d'aller se rendre compte sur place de ce que ça peut donner. Bien sûr. Ok. Est-ce que concernant justement la tarification, il y a une dernière chose que tu souhaiterais mettre en avant avant qu'on conclue? Bah non, après je propose, enfin je pense que déjà en termes d'honoraires, je pense que parfois c'est pas forcément utile ni je veux dire sur le long terme constructif, je veux faire un jeu de mots, mais de choisir forcément le moins disant en termes d'architecture.
Je pense que ici l'objectif, c'est quand même de trouver un architecte qui ait envie, je vais dire, de faire votre projet et qui ait cette capacité d'écoute. Je veux dire, quelqu'un qui arrive avec un projet tout fait et que vous sentez qu'il est peut-être un peu réfractaire, j'en sais rien, je n'ai jamais eu cette expérience-là. Mais pour moi, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui va vous mener, je vais dire, jusqu'au bout de votre projet. Je pense que, voilà, dans la construction, c'est aussi la particularité, c'est que pour parler un peu crûment, on n'est pas à 3 000 euros. On va être clair. Donc, si maintenant il y a quelqu'un qui vous propose des honoraires, mais que vous sentez mieux, mais qui a un moins 10 ans, qui se trouve être. Voilà, je pense que le mieux, c'est. Le projet, ça va être une aventure. Donc, il vous faut un partenaire. Le partenaire, logiquement, c'est lui qui va mener la barque. On ne choisit pas n'importe qui comme capitaine, quoi. Donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas lésiner, quoi. Belle conclusion. J'ai aimé la finesse dans les mots. Merci Luigi. En tout cas, de mon expérience où j'ai fait appel à tes services, en ce qui me concerne, je ne peux que te recommander, étant donné que toi, tu ne peux pas faire de publicité parce que l'ordre des architectes l'interdit. Moi, n'étant pas architecte, je fais ta publicité en disant que, dans mon expérience, les choses sont extrêmement bien passées. Et si vous souhaitez justement retrouver Luigi, on mettra son contact sous la vidéo. Luigi, je te remercie pour tes quelques interventions qui, j'espère, permettront d'éclairer les gens sur ces aspects liés à l'immobilier. Si vous avez trouvé les épisodes intéressants, surtout, mettez un like. Également, allez voir l'autre épisode que nous avions réalisé en 2 parties avec Luigi, où il nous expliquait comment, justement, l'architecte va pouvoir amener de la plus-value dans vos projets. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.